Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 48. Après avoir profité d'une bonne semaine de pause dont j'avais vraiment bien besoin, je vous propose de nous relancer avec ce petit exercice qui n'est pas très difficile, bien que un peu technique quand même, et qui a comme vraiment grand intérêt de confronter les deux notions qui sont la différenciabilité d'une fonction et les dérivées partielles d'une fonction à plusieurs variables. Donc l'énoncé est le suivant, on a une fonction ici, définie de manière un peu étrange, d'accord. Et cette fonction, on demande à montrer qu'elle est différenciable en 0, 0 et que ces dérivées partielles ne sont pas continues en 0, 0. Ce qui est un fait un peu étonnant sur le coup, quand on a vraiment l'habitude de travailler avec une seule variable, on se dit souvent que oui, dérivable, etc., ça peut impliquer des choses concernant les dérivés. Même si le côté dérivable a en général tendance à amener à ce que la fonction dérivée soit continue, ça n'est pas forcément le cas quand on travaille avec des fonctions à plusieurs variables et c'est exactement le but de cet énoncé. Alors je pense que cet exercice est vraiment intéressant à faire quand on commence à apprendre des choses concernant des fonctions à plusieurs variables et donc essayer de confronter des notions. Et je pense que c'est bien aussi pour des révisions parce que on a tendance petit à petit quand on avance dans les exercices de plus en plus compliqués sur des fonctions à plusieurs variables, je pense qu'il est vraiment bon d'avoir en tête que différenciable et les dérivées partielles sont certes assez liés, car le fait de savoir qu'une fonction différentiable va avoir une certaine importance sur la dérivée partielle, mais ça n'implique pas forcément qu'il y ait une régularité de ces dérivées partielles, et c'est exactement ce qui se produit ici. Donc c'est lié, mais pas totalement lié, quoi. En gros, c'est ça qu'a pour but cet exercice de mettre en lumière là, ce fait-là. Bon, très bien. Je pense qu'on peut se lancer maintenant que je vous ai dit un petit peu blabla concernant cet exercice. Je vous invite à faire une pause. Vous connaissez la chanson, afin de vous confronter donc à cet exercice avant que je ne vous propose une résolution. Ok, j'espère que vous avez essayé. Je pense que c'est un exercice sympa pour de la révision ou juste s'assurer qu'on ait bien compris les notions. Ok. Donc je vais d'abord démontrer que la fonction est différenciable en 0, 0, puis nous verrons ensuite que les dérivées partielles ne sont pas continues. Donc la fonction admet des dérivées partielles en dehors de 0, 0. Et ensuite que ces fonctions ne sont pas continues en 0, 0. On va le voir donc dans quelques instants. Alors d'abord montrer que la fonction est différenciable. En 0, 0. Alors ça veut dire quoi? Je rappelle ce que ça veut dire différenciable. Différenciable, ça veut dire que, là ici notamment en 0, 0, ça veut dire que si je regarde f de a plus, donc normalement différenciable en a, ça serait de regarder f de a plus h, où a et h sont des vecteurs. H va tendre vers 0, 0, le vecteur nul, d'accord. Il faut que je puisse l'écrire comme f de a plus une fonction linéaire en h plus un petit o de la norme de h. Donc quand h tend vers 0, bien sûr. Donc quand h tend vers le vecteur nul, 0, 0 ici, puisque je travaille dans R2. Ok. Donc il faut que j'arrive à démontrer cette chose-là, donc que je puisse écrire. Et là, je remplace A par 0, 0, d'accord? Donc que je puisse écrire f de h comme étant f de 0 plus une fonction linéaire, plus quelque chose qui doit être négligeable par rapport à la norme de h. Bon, très bien. Alors ça c'est notre objectif pour a égale 0, 0. Alors je vais regarder f de... Je ne vais pas embêter avec h, je vais directement travailler avec x, y, et je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand x, y tend vers 0, 0, 0. Donc, si je regarde notamment f de x, y moins f de 0, 0, on peut se rendre compte qu'on peut facilement majorer la valeur absolue de cette différence. Donc f de 0, 0, c'est 0 par définition de la fonction ici. Et si je regarde qu'est-ce qui se passe là-haut, ce qui se passe là-haut, j'ai x fois y fois quelque chose qui est borné, qui est compris entre moins 1 et 1. Donc en valeur absolue, je sais que ça va être inférieur ou égal à la valeur absolue de x fois valeur absolue de y.
Or, chacune des valeurs absolues est inférieure ou égale à la norme de xy. D'accord? Donc la norme de xy, hein, là je suis en train de dire la chose suivante, hein, je vais me dire ça à l'oral. Donc je sais que ça, par exemple, c'est inférieur ou égal à, eh bien, racine carrée donc de x carré plus y carré, qui est donc la norme, hein, la norme euclidienne. J'utilise la norme euclidienne sur R2. Qui est la norme de xy. D'accord? C'est pas très difficile de s'en convaincre. Mettez l'inégalité que je viens d'écrire au carré. Vous avez x carré qui doit être inférieur ou égal à x carré plus y carré. Je pense que vous devriez en être convaincu pour tout x, y. Et ça va être la même chose si j'échange le rôle de x et de y. Très bien. Donc j'en déduis que cette différence est alors inférieure ou égale à la norme de xy au carré. Ok, et donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je fais tendre le vecteur xy vers 0, 0, je me rends compte que cette différence-là, c'est un petit taux, puisque c'est un grand taux de la norme au carré, c'est un petit taux de la norme de xy. Je rappelle que je tends vers 0, hein, donc là, le fait de tendre vers 0, qu'est-ce qui est plus fort entre le carré et la fonction toute... qu'est-ce qui est le plus fort entre x et x carré quand x tend vers 0? Le plus fort, c'est x, d'accord? Donc, alors j'obtiens la chose suivante, donc f de xy moins f de 0, 0, c'est un petit taux de la norme de xy. D'accord? Donc, parce que si je divise, donc je répète, quand le couple xy tend vers 0, 0. D'accord? Donc, ceci quand on tend vers 0. Hein. Je le répète, hein, parce que bon, ça peut être surprenant d'entendre ça si on a trop l'habitude de travailler en plus infini. Là, voilà, si je divisais par la norme de xy ce truc-là, je me retrouve avec la norme de xy ici, et quand ça tend vers 0, 0, ça tend vers 0. Voilà, très bien. Donc je me retrouve avec ce résultat-là, et ce résultat-là, ça coïncide avec le résultat qui est là-haut. Et ça me dit en plus que la différentielle en 0, 0 vaut 0. C'est la fonction nulle. D'accord? Donc voilà, je viens de démontrer f est différenciable en 0, 0. Et cette différentielle, donc en général, la fonction L qui est ici, on l'écrit plutôt df, évaluée en A, donc ici en 0, 0, au vecteur 0, 0. Eh bien, la différentielle en question est nulle. D'accord, vous avez aucune apparition de la fonction d'une fonction linéaire ici dans ce calcul. Hein, donc ça veut dire que la fonction linéaire en jeu est nulle. Bon voilà, donc on vient déjà de montrer la première partie que la fonction est bien différenciable en 0, 0. Maintenant on va s'attarder aux dérivées partielles et on va donc regarder les dérivées partielles en x et en y. Vous pouvez remarquer tout de suite que x et y jouent des rôles symétriques, hein, donc ça veut dire que la fonction, si je la regarde en x, y, c'est la même chose que de la regarder en y, x. Et donc, comme elle joue des rôles symétriques, j'ai juste à regarder ce qui se passe pour la dérivée en x pour conclure ce qui se passe pour la dérivée en y. J'espère que vous êtes d'accord et que vous êtes convaincus par ce que je viens de dire là. Ok. Donc différentiable en 0, 0, c'est fait et on a vu que df de 0, 0, c'est 0. Je le garde dans un coin, ça peut servir. Alors maintenant je vais regarder les dérivées partielles. Donc, alors il est assez clair, peut-être pas forcément évident, mais en tout cas il est assez clair que la fonction ici qui est en jeu admet bien des dérivées partielles en x ou en y si je regarde des vecteurs qui sont non nuls. Puisqu'il faut que le dénominateur ici soit non nul, et pour que le dénominateur ici soit non nul, il faut que x carré plus y carré soit non nul, et donc ça veut dire que juste que le couple xy doit être le vecteur, ne doit pas être le vecteur nul. D'accord? Donc si x, donc il est assez, on va regarder les dérivées partielles, donc là je vais regarder notamment la dérivée partielle en x, donc f admet une dérivée partielle donc f admet une dérivée partielle en donc d'abord en tout point
xy différent de 0, 0, étant donné que la fonction, donc là je le dis juste à l'oral, je ne vais pas l'écrire, étant donné que la fonction s'écrit comme des compositions de produits de fonctions usuelles. J'ai une fonction ici qui est linéaire en x, en y, puis ici j'ai sin, donc sin, application qui est dérivable sur tout R, d'une fonction ici qui est une inverse d'une fonction polynomiale sous une racine, et voilà, cette fonction polynomiale ne s'annule pas si je regarde en dehors de 0, 0. D'accord ? Donc la fonction f est bien dérivable, admet bien une dérivée partielle en x et en y. Donc là je vais regarder juste en x, et comme je l'ai dit, x et y, comme ils jouent des rôles symétriques, je peux juste me contenter de voir ce qui se passe juste pour x, et je peux conclure assez simplement ce qui va se passer pour y. Donc, admet une dérivée partielle en x en tout point x, y différent de 0, 0, et donc cette dérivée partielle s'écrit. Bon bah là, il faut faire une dérivée classique, il n'y a pas de sorcier, quoi. Donc si je dérive par rapport à x, j'ai donc d'abord le terme ici qui est dérivé, donc j'ai y fois sinus de 1 sur racine de x carré plus y carré. Et là maintenant il faut s'accrocher, on a affaire à une dérivée d'une composition. Donc j'ai x, y, alors dériver d'une composition ça veut dire qu'il va falloir dériver ce qu'il y a à l'intérieur ici, dériver ce qu'il y a à l'intérieur, là ça commence à être un peu moche, je vais me retrouver avec donc la dérivée de ce qu'il y a ici. Donc je vais me retrouver avec, alors que je fasse pas de bêtises, donc fois moins 2x, donc je vais avoir 2x en haut, donc 2x, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai donc là je suis en train de dériver racine carrée de, donc là je vais me retrouver avec une puissance, donc x carré plus y carré puissance 3 demi, puisque c'était puissance 1 demi, donc vous voyez la fonction comme étant 1 sur u puissance quelque chose, 1 sur u puissance quelque chose, ça devient le puissance quelque chose, avec un moins d'ailleurs, fois 1 sur u puissance n plus 1. Donc il faut faire un tout petit peu attention. Donc là je me retrouve bien avec ça. Et il me manque un fois 1 demi ou moins 1. Donc là j'ai mis un moins peut-être un peu trop vite. Ce qu'il faut que je mette exactement c'est moins 1 demi. Parce que j'ai puissance moins 1 demi. Hein. La fonction qui est ici, vous pouvez la voir aussi comme une composée avec une fonction u puissance moins 1 demi. D'accord? Vous voyez u puissance moins 1 demi. D'accord? Donc voilà, donc j'ai u' en haut. Là je viens de faire donc u puissance moins 1 demi, sa dérivée c'est moins 1 demi fois u puissance moins 3 demi. D'accord? Donc ça marche. Ok. Donc là je viens de dériver ce qu'il y avait. J'essaie juste de faire gaffe que je ne fasse pas d'erreur. Donc la dérivée. Donc normalement j'ai dérivé ce qu'il y avait à l'intérieur là. Et maintenant il faut que je calcule cosinus. Donc, cosinus de 1 sur racine de x carré plus y carré. Donc dérivée de sin, si je fais pas de bêtises, c'est cos. Donc voilà, je me retrouve avec cette dérivée partielle en x, d'accord, pour tout couple x, y différent de 0, 0. Et après, vous pouvez me poser la question, oui, mais qu'est-ce qu'il en est pour 0, 0? Eh bien, la réponse est donnée par le fait que la fonction est différenciable en 0, 0. D'accord? Donc comme la fonction est différenciable en 0, 0 et qu'on connaît sa valeur en 0, 0, eh bien, les dérivées partielles en x et en y existent en 0, 0 et valent exactement la dérivée partielle en 0, 0, donc c'est-à-dire, enfin, la dérivée, il faut plutôt voir normalement la dérivée partielle et faire un produit scalaire avec le... Donc c'est-à-dire, il faut juste regarder les composantes, qu'on soit bien clair, parce que cette différentielle, c'est un peu comme le gradient. D'accord? Ce qui se passe en général, c'est que cette dérivée partielle, donc à condition, enfin, cette dérivée partielle, cette différentielle, pardon, donc en général, quand les choses se passent bien, la différentielle là donne exactement la même chose que le gradient. Et le gradient c'est quoi? C'est regarder les dérivées partielles de f en x, en y, en z et en toutes les composantes s'il y en a plusieurs de composantes. Et donc bon bah là, si je veux avoir la dérivée partielle en x de 0 en 0, 0, bah, je vois que ça va donner 0 en faisant un produit scalaire par rapport à la première composante. Et puis je peux faire également un produit scalaire avec la deuxième composante. Voilà, c'est pas trop difficile de se rendre compte de ce qui va se passer là. Donc le fait que c'est différenciable, là je vais utiliser, comme f est différenciable
Donc je ne vais pas encore simplifier l'expression, mais je vais le faire dans quelques instants. Donc comme f est différenciable en 0, 0, on a que f admet une dérivée partielle. Donc c'est du cours, hein, ça. Dérivée partielle en 0, 0. Et que cette dérivée partielle en x et en y, hein, encore une fois. Bon là j'écris juste en x. Mais encore une fois, x et y jouent des rôles symétriques. Et donc que cette dérivée partielle en 0, 0, c'est 0. D'accord? Donc ça vient du fait que cette différentielle est nulle. Donc, ça vient de ça. Donc on a ce résultat-là, c'est cool. Alors bon, on peut simplifier peut-être un petit peu quand même l'expression que je viens d'écrire là-haut. Donc ce truc avec le sinus, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Par contre, ce truc-là, ici, je vois qu'il y a le 1,5 qui peut se simplifier avec le 2 qui est ici. J'ai le x qui peut se rassembler avec le x. Et donc, si je ne fais pas de bêtises, je devrais pouvoir écrire moins x carré y sur x carré plus y carré, le tout à la puissance 3,5, fois le cosinus qui est ici. Donc cosinus de 1 sur racine de x carré plus y carré. Voilà. Et donc si vous voulez avoir la dérivée partielle en y, il suffit juste d'échanger le rôle de x et de y. Donc échanger juste exactement y par x, x par y. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Bon, alors maintenant qu'on a ça, il faut montrer qu'elle n'est pas continue en 0, 0. Donc qu'on peut trouver une suite de points qui va tendre vers 0, et pourtant l'évaluation de la fonction en ces points ne va pas converger vers 0. Peut-être même diverge. Ça sera encore plus fort. Mais bon, très bien. Donc voilà, alors on a ça en tête, très bien. Je vais essayer de garder ça. Je vais essayer de garder de la place. Donc je vais garder de la place comme ça. Je vais effacer là-haut. Hop. L'énoncé prend beaucoup de place en fait. Donc j'ai hop. Et là je peux mettre donc 0 si xy égale 0, 0. Et c'est cette autre expression si xy est différent de 0, 0. Voilà. Juste pour avoir l'énoncé, enfin en tout cas le calcul qu'on vient de faire, juste pour l'avoir sous les yeux. Alors pour choisir la suite la suite ou une suite qui peut marcher, on peut jouer d'une part sur la symétrie de x et de y, donc ça veut dire qu'on pourrait choisir x égale y. Essayer de jouer là-dessus parce qu'on se rend compte assez rapidement que si x égale 0 ou si y égale 0, on ne va pas arriver à une contradiction. Alors on se rend compte qu'il va falloir choisir normalement x et y non nuls, et tant qu'à faire, on peut ne pas trop s'embêter et essayer de choisir une suite pour lequel le x et le y sont les mêmes. D'accord? Donc je vais essayer de construire une suite Zn. Alors je vais essayer de vous expliquer en quoi c'est pas forcément parachuté. L'idée c'est vraiment d'amener les choses pour que d'une part ce soit assez simple à faire des calculs, et d'autre part que ça mette vraiment en lumière une contradiction. Donc alors moi la première chose que j'ai envie de faire c'est d'éviter x nul, y nul. Et donc ce que je propose c'est de prendre déjà xn égale yn. Et puis ensuite j'aimerais bien que des choses se simplifient très gentiment avec les sinus et les cosinus. Pour que cela se produise, une bonne chose à faire, ça pourrait être de faire en sorte que ce qu'il y a dans le sinus, par exemple, vale exactement, par exemple, une certaine... Si vous repensez peut-être à un autre exemple qu'on avait déjà fait, je crois qu'on a déjà fait ensemble, mais d'essayer de contredire des continuités, pour essayer de contredire une continuité ou des choses comme ça. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était pour le précédent petit exo de colle, par exemple. Le précédent petit exo de colle, on avait fait une suite de points qui convergeaient vers des valeurs bien particulières. Et pour cela, on s'était amusé à prendre des x et des y de façon à ce que les sinus, donc là c'était sinus 1 sur x qui devait se simplifier. Là je vais faire un peu la même chose, j'aimerais bien que tout ça se simplifie gentiment. Et pour que ça se simplifie gentiment, j'aimerais bien par exemple que ce truc-là vale n fois pi. D'accord? Donc si je veux que ce truc-là vale n fois pi, quand je remplace par xn et yn, là je peux écrire le calcul que je veux, donc je veux que ça, en deux fois,
je vais essayer de l'écrire de façon à ce que l'on puisse suivre. Donc, je veux que ça, ce soit égal à n fois pi. Voilà. Et donc, si je fais le calcul, donc si je veux, je peux ne pas me casser la tête et supposer que les x et les y sont tous deux strictement positifs. Donc, si c'est le cas, je peux enlever le carré. Très bien. Je vais mettre le racine de 2 ici, puis je vais inverser. Et donc, en faisant ça, je me retrouve avec xn qui va valoir, si je fais pas de bêtises, donc 1 sur n pi racine de 2. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je répète, hein, j'ai choisi une suite de façon à ce que d'une part, j'évite le fait que x et y, l'un des deux, soit nul. Donc je fais en sorte que les deux soient non nuls. Et d'autre part, bon là, il y a aussi le fait que je veux jouer avec la symétrie de x et de y. Donc je choisis de prendre x égale y. Ça aussi, ça permet de répondre très rapidement au cas x, au cas de la dérivée partielle en x et au cas de la dérivée partielle en y. Donc je choisis de prendre x et y égaux. Et un autre truc, c'est que j'ai choisi la suite des xn de façon à ce que le sinus et le cosinus puissent se simplifier un maximum. Et pour cela, j'ai choisi un des trucs les plus simples à avoir, c'est-à-dire j'ai essayé de faire en sorte que par exemple ce truc-là soit exactement égal à n fois pi. Voilà. C'est une construction possible et j'espère avoir expliqué en quoi c'est pas totalement parachuté. C'est juste des idées qui doivent vous venir à l'esprit quand on voit ce genre d'expression et qu'on veut essayer de mettre en contradiction des continuités. Hein, parce que quand on veut mettre en contradiction des continuités, en général, les premières suites qui doivent nous venir à l'esprit peuvent être et devraient être des suites qui mettent en contradiction ce qu'on veut, donc ici la continuité. Donc je propose de prendre cette suite-là, xn, yn égale cette chose. Donc, je vais l'écrire. Hop. Xn, yn égale 1 sur n pi racine de 2. Et donc maintenant on peut s'amuser à calculer, voir qu'est-ce qui se passe. Alors, si on s'amuse à calculer ici, comme on a fait en sorte que ce qu'il y a dans le sinus soit un multiple de pi, le sinus vaut 0. D'accord? Donc sinus de n'importe quel multiple de pi, ça fait 0, donc ça disparaît. Par contre, le cosinus, lui, il va nous donner moins 1 puissance le nombre de multiples de pi qu'on a. Oui, je dis pas de bêtises, donc c'est bien ça. Donc on va obtenir la chose suivante. Donc si je calcule ma dérivée partielle en Zn, je vais obtenir, donc là, je vais remplacer tout de suite. Hein, donc j'ai moins 1 sur n pi racine de 2 à la 3 divisé par, et en bas je me retrouve avec, donc ça va être 1 sur n pi. Pourquoi? Alors n pi carré d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça va être 1 sur n carré, pi carré, 2. Et là c'est pareil, donc du coup le 2 va se simplifier. Hein. Le 1 demi qui apparaît quand on a la racine là et qu'on met au carré, ça va disparaître en additionnant. Donc je me retrouve avec ça au carré, et tout ça mis à la puissance 3 sur 2. Et là on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'en effet, si j'avais peut-être remplacer les x et les y par la notation. Alors ça c'est une notation aussi, une technique qu'on utilise très souvent quand on veut essayer de mettre en avant une continuité ou essayer de mettre en avant qu'il n'y a pas de continuité. On aurait très bien pu choisir d'écrire x et y sous la forme polaire. Donc ça veut dire écrire x égale r fois cosinus θ, y égale r fois sinus θ, et puis voir qu'est-ce qui se passe. Et si on avait fait ça, on aurait vu qu'on a du r cube en haut, du r cube en bas. Donc les r cubes s'en vont. Il ne reste que des sinus et des cosinus en jeu. Et là ici, les θ que j'ai choisis, c'est un peu comme si j'avais choisi pi sur 4. Puisque j'ai demandé à ce que le x et le y soient la même chose. Donc c'est une autre façon de faire. Hein. On aurait très bien pu travailler avec les formes polaires. Bon, ici j'ai choisi de le faire avec des suites. Mais ça reviendrait au même. À la fin, ça reviendrait au même. Juste que vous vous rendrez compte que là il y a un fois R qui traîne et donc de toute façon ce truc là va disparaître. Hein, le fois R à cause du fois R qui est ici, ce truc là va disparaître parce que j'ai R fois un truc borné. Mais ici les R se simplifient et il me reste le cosinus qui va justement être la source de tous les problèmes. Donc c'est voilà. Et là on s'en rend largement compte parce que tout se simplifie ici
Vraiment là tout se simplifie. Bon, il manque juste le racine de 2 puissance 3 qui ne se simplifie pas. Et puis le cosinus qui donne moins 1 puissance n, parce que je me retrouve avec cosinus de npi. Et donc cosinus de npi c'est moins 1 puissance n. Donc résultat de tout ça, j'ai pas barré la racine de 2, vous le remarquerez. Donc racine de 2 au cube, ça me fait 2 racines de 2. Donc je me retrouve avec moins 1 puissance n plus 1 sur 2 racines de 2. Et ça, c'est assez clair que quand n tend vers plus infini, ce truc-là ne converge pas. D'accord? Donc la suite des dérivées partielles calculées en Zn diverge. Or, eh bien, les Zn, on ne les a pas choisis n'importe comment, quand même. On a fait aussi en sorte que Zn tende vers 0, 0. Donc quand n tend vers l'infini. Oups. Et on sait que la dérivée partielle en x calculée en 0, 0, c'est là où le fait de savoir que la fonction était différentielle en 0, 0 et que cette différentielle valent 0 a une importance. Je vous rappelle que ça a impliqué que la dérivée partielle en 0, 0 de x, la dérivée partielle de f en x calculée en 0, 0 existe et elle donne 0. Elle donne exactement la valeur de la différentielle, quitte à faire un produit scalaire si le besoin est. Donc là, normalement, il faut juste regarder ce qui se passe pour la première composante et la deuxième composante. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe. Très bien. Donc on se retrouve avec Zn qui tend vers 0, 0. Ça, on sait que ça vaut 0. Et s'il y avait continuité, normalement, cette suite-là devrait converger vers 0. Ce qui n'est pas le cas parce que cette suite-là, on vient de mettre en lumière que ça divergeait. Puisque là, on ne fait que osciller entre 1 sur 2 racines de 2 et moins 1 sur 2 racines de 2. Donc voilà, alors voilà l'exercice résolu. Je répète encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois mais je le redis. J'ai traité également le cas dérivée partielle en y, parce que je sais que x et y jouent des rôles symétriques. Et donc la dérivée partielle en x, pour avoir la dérivée partielle en y, il suffit juste de remplacer x et y. Juste échanger le rôle de x et de y pour conclure. Donc c'est vraiment, il y a presque rien à faire si je veux regarder ce qui se passe pour y. Et donc j'espère que cet exercice vous a intéressé, parce que vraiment ça met le doigt sur quelque chose auquel on n'aurait peut-être pas cru, pas cru possible, parce que quelque chose qui est différentiable, on pourrait se dire tout de suite que ça va impliquer que les dérivées partielles sont continues, alors que c'est pas le cas. On pourrait avoir trop en tête ce qui se passe pour une seule variable, et en fait non, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et on voit que, on le voit vraiment là, que en effet ça ne va pas impliquer, donc le fait d'avoir une fonction qui est différentiable ne dit pas nécessairement que les dérivées partielles sont continues. D'accord, donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, et j'espère que ça vous aura un petit peu donné envie de suivre cet exercice et essayer de le comprendre. Donc voilà, je répète aussi que pour cette dernière partie de résolution, on aurait très bien pu jouer avec l'écriture polaire et se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que vous pouvez voir que tous les R qui correspondent donc aux normes de x, y, les R qui apparaîtraient se simplifient ici pour le cosinus, et c'est le cosinus vraiment qui fait en sorte que les choses ne fonctionnent pas. Et là j'ai obtenu 1 sur 2 racines de 2, mais j'aurais pu avoir d'autres valeurs si j'avais choisi de la forme polaire et que j'avais choisi un autre angle que pi sur 4, parce que là j'ai choisi pi sur 4, mais j'aurais choisi un autre angle que pi sur 4 et j'aurais eu une contradiction également. Donc voilà, c'est juste là l'avantage, c'est vraiment que j'ai choisi une suite qui est contrôlée en quelque sorte par une certaine norme, mais bon, vous vous rendrez compte aussi très rapidement, là j'ai du 1 sur R. Bon on va pas choisir n'importe quel R, on va choisir un R d'une part qui doit tendre vers 0, une suite de R qui doit tendre vers 0, et puis on peut le choisir de façon à ce que le calcul soit pas trop ennuyeux. Donc voilà, c'est pas très difficile de se rendre compte que même avec la forme polaire, on arriverait avec ce genre de suite. C'est juste que la différence, c'est que là, le cosinus de pi sur 4 est caché par le fait que je l'ai écrit sous cette forme avec le 1 sur racine de 2. J'aurais pu choisir un autre angle, je le répète, et puis je vous invite à vous amuser à essayer avec d'autres angles pour voir quelles autres valeurs on aurait pu obtenir. Mais voilà, l'important c'est d'être arrivé à cette contradiction et ce fait que j'espère intéressant pour vous. Donc voilà. Bon, sur ce, j'ai terminé.
Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à laisser vos questions en commentaire, ça aussi ça fait ouvert, ou des retours concernant la vidéo, ça aussi ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et salut à tous.